Aujourd'hui, on va parler de burn-out. Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été un entrepreneur. OK? À 7 ans, je ramassais des bouteilles. À 20 ans, à l'université, moi et mon ami Gilles Nantel, on avait parti une entreprise de dactylographie. On appelait ça Rapidacty. On a roulé ce business-là pendant 2 ans. On avait 40 dactylographes qui travaillaient pour nous. La dernière année, on a tapé un livre, puis 60 000 pages de documents, de travaux de session. Vous imaginez? 60 000. À 30 ans, je pars une entreprise qui s'appelle InfoGESAD, qui c'est de la gestion de clientèle pour concessionnaires automobiles. En 6 ans, je suis un leader canadien. Je suis le plus gros centre d'appel spécialisé pour les concessionnaires automobiles. Je travaille pour une quarantaine de concessionnaires automobiles de la région de Montréal. Je vais jusqu'à Québec, jusqu'en dans la Beauce. J'ai 16 employés qui travaillent pour moi, 2 directeurs. Je fais un chiffre d'affaires de 600 000, je pense. Ma plus grosse année, c'était 600 quelques mille. Je travaille 80 heures par semaine. Mes directeurs font plus d'argent que moi parce que je me paye avec le profit. Mais le profit, quand même, que j'ai atteint ce niveau-là, me coûte tellement cher. L'entreprise me coûte tellement cher. Il faut que je fasse pour quelque chose comme 36, 37 000, 40 000 piastres de chèques par mois. J'arrive pas à me faire un salaire qui est décent. Je travaille tous les jours de 9h à 9h. Je travaille le samedi toute la journée, le dimanche des fois un peu l'après-midi. Je peux juste prendre 2 semaines de congé par année, mais pas en même temps. Je peux prendre une semaine l'hiver où tous les matins, de 5 heures le matin à 10 heures le matin, je fais ma comptabilité. Puis l'autre semaine, je suis directeur de camp, puis je m'occupe de gérer les problèmes de 100 personnes qui sont là pour s'amuser pendant une semaine et se reposer. J'ai fait ça pendant 5 ans. À un moment donné, je commence à être fatigué. Je ressens en moi une grosse fatigue. Je suis vraiment épuisé. C'est pas rare qu'à 2 heures l'après-midi, je suis plus capable, je reviens chez nous, puis je vais me coucher parce que j'ai beau faire du sport, je fais des arts martiaux, j'ai beau bien manger, mais j'arrive plus, je suis épuisé. Puis je comprends pas pourquoi, mais je suis épuisé. Puis au bureau, c'est juste des problèmes. C'est juste des problèmes. On vient de terminer une phase on a informatisé toutes les opérations dans l'entreprise. Tout passe à travers un programme, à travers des ordinateurs. Tout le monde est branché sur un réseau. Ça m'a coûté 50 000 cette affaire-là. Puis ça marche qu'à un KA. Il y a toujours des problèmes. C'est une difficulté d'une complexité sans nom. J'ai l'impression de diriger une garderie. Mes employés, pour plein de petites raisons que je trouve futiles, viennent me voir un en arrière de l'autre. Ah, j'aimerais savoir une nouvelle chaise. Ah, j'aimerais savoir un nouveau bureau. Ah, il me semble que ça ferait du bien. Ça, ah, me semble, elle est pas fine, elle m'a dit ça, j'ai pas aimé. Aïe, aïe, aïe. Je suis là-dedans à journée longue. J'ai 2 gros nouveaux compétiteurs qui arrivent dans mon marché, plus un paquet de petits qui viennent frapper aux portes de mes clients. À un moment donné, au mois de novembre, en une semaine, je perds un tiers de ma clientèle en une semaine. Même je me demande si je ne l'ai pas perdu dans la même journée. Je suis sous le choc, mais je tiens bon. Mon cerveau roule tout le temps. Je mange plus. Je bois pas. Je commence à avoir des idées noires. À 2 heures, j'arrive plus à penser. Je commence à questionner mes choix de carrière, l'enlignement que j'ai lancé mon entreprise.
Je me rends compte que mon entreprise peut mourir d'une journée à l'autre, que j'ai 150 000 $ de dette, que ma maison est complètement endettée, que j'ai des employés qui comptent sur moi, parce que j'ai des familles, je suis responsable de peut-être 7-8 familles. J'ai soudainement plus d'espoir. Je vois pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Ça m'empêche de dormir. Parce que mon cerveau fonctionne à 100 000 $ tout le temps. J'arrive plus à lui dire, OK, on arrête. Je marche tout le temps, tout le temps. Je suis revenu chez nous le soir, ça continue à travailler dans ma tête. Je devrais faire ci, puis je pourrais faire ça. Puis je règle des problèmes dans ma tête, puis à un moment donné, ça tourne en rond. Puis à un moment donné, ça spinne. C'est parti. Je pars, puis ça arrête plus. J'essaie de m'endormir, c'est impossible. Les idées me passent, tout ça. Puis à chaque fois que je m'endors, je me réveille en sursaut, en panique, en hyper-vigilance, comme s'il y avait un gros danger qui me menaçait. Mais non, il n'y a rien. Je suis dans mon salon, il est 2 heures du matin, je suis tout seul, il n'y a pas de bruit. Il ne se passe rien. Mais je capote. J'ai comme peur de m'endormir. Fait que ça me prend jusqu'à 4, 5, 6 heures. Des fois, j'ai des nuits blanches complètes. J'arrive au bureau, puis je suis pas efficace du tout. Ça dure pendant des mois. C'est au moins 6 mois. À un moment donné, on est au mois de janvier. J'étais au restaurant avec un de mes directeurs, puis j'étais en train de regarder comment est-ce qu'on va replacer le business, vu que mes clients sont partis, ça fait déjà 2 mois. Bon, il faut se réorganiser un petit peu. Puis on est dans ce dîner-là en train de parler de l'entreprise, tu sais, quand soudainement, je me mets à pleurer. Mais pleurer, là, à chaudes larmes. Puis en même temps, je pars à rire parce que je comprends pas. C'est bien drôle. Voyons, non. Comment ça fait que je me mets à brailler? Puis je pars à rire parce que je trouve la situation complètement farfelue. Je suis pas triste, mais je pleure. Je suis inconsolable, mais je pleure fort, là. Tout le monde dans le restaurant, là, commence à me regarder, puis là, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je pleure. Et je pleure comme ça. Fait que mon directeur me regarde, tu sais, un peu effrayé, mais il dit, Steph, je pense qu'il faut que tu ailles voir le médecin, là. C'est pas normal, là. Ça fait... Tu sais, t'es fatigué tout le temps. À midi, 1 heure, t'es plus efficace. Des fois, on te demande de prendre une décision. Ça te prend des jours et des jours. Tu sais, puis là, ça, c'est fou, là. T'es peut-être en dépression, tu sais. À l'époque, en 96, on commençait à entendre parler un petit peu de la maladie mentale. Mais c'était comme honteux. C'était comme, t'en parles pas. Je connaissais personne dans mon entourage qui était dépressif ou qui prenait des antidépresseurs ou ainsi de suite. Fait que j'avais aucune idée de ce que c'était une dépression ou un burn-out. Fait que, va voir le médecin. Le médecin me pose des questions, me diagnostique, tout le kit. Il dit, écoute, Stéphane, c'est en dépression sévère. Et il dit, t'as 2 choix. C'est ou bien t'arrêtes tout de suite pour une période de 3 semaines, tu prends un arrêt de ton travail pendant 3 semaines, tu te refais une santé, ou ben non, c'est 1 an et demi d'antidépresseurs qui t'attend. Puis c'est pas nécessairement rose. Moi, je te conseille le 3 semaines d'arrêt. Je suis entrepreneur. C'est mon entreprise. Il n'y a rien qui se bouge dans ma business si je ne suis pas là. Oui, c'est sûr que j'ai délégué, mais il y a des choses que je ne peux pas déléguer, comme faire les chèques. Je signe pour 36 000 $ de chèques par mois. Il faut toujours bien que quelqu'un les signe. C'est impossible pour moi, tu sais, je le sais, parce qu'à chaque fois que je pars une semaine, quand je reviens, le bordel est pogné. Puis là, j'en ai pour 3 semaines à réparer pas à réparer, mais à reprendre le temps perdu que j'ai perdu pendant ma semaine, tu sais. Fait que je sais que le 3 semaines, on oublie ça. Comme j'étais esclave de mon entreprise, j'étais enchaîné à elle. Je ne pouvais pas me débarrasser d'elle. Je ne pouvais pas juste la mettre de côté puis dire je reverrai ça dans 1 mois. Je décide de prendre ces antidépresseurs-là, puis de me laisser glisser doucement dans les bras de la dépression. Pour moi, à cette époque-là, c'est une lente descente aux enfers. Premièrement, j'ai honte. J'ai honte d'être aussi faible. Moi qui étais si fort,
Moi qui étais si sûr de mes décisions, de mon engagement, de la personne, l'être que j'étais, euh, j'avais honte. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Comme si j'avais pas le droit, moi, de plier un genou ou les deux genoux, d'avouer que j'avais une maladie mentale, que j'avais besoin d'aide. La première semaine que j'ai été sous les antidépresseurs, je prenais ça le matin. Quand j'arrivais au bureau, j'avais l'air d'un vrai zombie. J'étais gelé mur à mur. Tout allait bien. Il n'y avait plus de problème. Finalement, c'était vraiment une petite pilule de bonheur. J'ai dit, rien ne me touchait. Tu peux me dire, hey, on vient encore en perdre un. C'est pas grave. On va en avoir d'autres. Puis, toute la réorganisation de l'entreprise, tout comment j'allais m'en sortir, c'est comme. Je m'en foutais. C'était plus grave. C'était laissons aller ça, descendons. La pensée, la folie, le mensonge que je me contais à moi-même, c'était que je me disais, si je me laisse descendre, j'avais déjà entendu parler de ça à quelque part, quelqu'un qui s'est dit, ben quand tu descends dans ton trou, quand tu es arrivé dans le fond de ton trou, la seule place qui te reste à faire, c'est de remonter. Puis, je m'étais dit que, ben, je vais me laisser descendre tranquillement, jusque dans le fond. Puis, rendu dans le fond, ben, je vais avoir de quoi pour pouvoir décoller. Mais après 6 mois d'antidépresseurs, je me suis rendu compte qu'un des effets secondaires du médicament que je prenais, c'était de donner des idées suicidaires. Ça va bien? Puis des idées suicidaires, j'en ai eu. Parce que la dépression, un burn-out, quand tu es tout seul, quand tu ne sais pas ce que c'est, puis quand tu te fies juste à ta perception qui est déjà faussée par les médicaments, qui est faussée par le fait que ton cerveau ne fonctionne plus de la bonne façon, les idées suicidaires sont très séduisantes. Mon beau-frère m'avait déjà donné la recette du suicide idéal. Alors je savais comment. J'avais déjà trouvé l'endroit où je voulais le faire. J'avais le où. Il me restait juste le quand. Si je mourais, ma maison se payait, mes dettes se clairaient, puis je laissais 300 000 $ à ma femme, puis à mes enfants. Je me suis dit, je vaux plus mort que vivant. À un moment donné, je l'ai décidé le quand. J'ai décidé de placer mes choses. Puis presque en même temps, dans la même nuit, dans le même 5 minutes, il m'est venu une petite question. Puis la question, c'était, est-ce que tu ne devrais pas te laisser une dernière chance? Puis à ce moment-là, c'est comme si j'avais eu une vision où, dans mon imaginaire, je regardais dans les airs, puis je me voyais dans le fond de mon trou. Je voyais où j'étais rendu dans le fond de mon trou, puis l'endroit où j'étais rendu loin de la vie. J'étais à 50 pieds de la vie. Il fallait que je me rendais compte qu'il fallait que je rentre, puis que je force, puis que je m'acharne pour juste arriver là. Puis quand je regardais l'autre côté, quand je regardais dans le fond de mon trou, je voyais qu'il y avait encore de la place. Puis que plus je descendais, plus il y avait de la souffrance, de difficultés, puis qu'au bout, là, il y avait quand même la mort. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que j'allais m'en sortir. 8 ans plus tard, je suis complètement guéri de mon burn-out. J'ai changé de vie complètement.
J'ai fermé mon entreprise, je suis devenu photographe, je vis une passion, je suis dans mon élément et j'adore ça. Mais ça n'a pas été facile. C'est pas parce que j'avais décidé que j'allais m'en sortir et que je m'en suis sorti overnight que ça a pris 5 minutes. Oh non. Ça a été long. Ça a été un chemin que j'ai été obligé de me battre presque chaque jour. Que j'ai été obligé de me développer des nouveaux buts. Que j'ai été obligé de me réinventer une nouvelle vie. Que j'ai été obligé de me poser des questions sur moi-même. Que j'ai été obligé de commencer à comprendre comment je fonctionnais. Que j'ai été obligé de découvrir ou développer des outils pour m'aider contre la dépression, que j'ai été obligé de concevoir une nouvelle philosophie de vie, une philosophie pour moi. Si mon histoire ressemble un peu à la tienne, je veux juste te dire qu'il y a de l'espoir. Puis aujourd'hui, ce que je t'offre, c'est une série de capsules où je vais te partager les trucs qui ont eu le plus gros impact sur ma vie pour m'aider à me sortir du burn-out. En terminant, 2 dernières choses. Si tu dors mal, si tu manges plus, si ta tête roule à 100 000 à l'heure, si tu te sens épuisé comme si tu avais fait un marathon de 41 km, si tu souffres à l'intérieur de toi, va voir ton médecin. Je sais que pour toi, le problème que tu vis présentement, c'est l'avenir de ta vie. C'est bien important, que les enjeux sont incroyablement importants, mais là, c'est même ta survie qui en dépend. Fait que niaise pas, on va voir le médecin. Deuxièmement, je m'adresse aux propriétaires d'entreprise, aux PDG, aux cadres supérieurs, aux cadres, à ceux qui ont des responsabilités dans l'entreprise. Ou à ceux que ça incombe le problème qu'ils vivent présentement. Okay? Reste pas seul. Je le sais que tu peux pas en parler à ta femme ou tu hésites à y en parler parce que tu te dis, elle est solide, j'irai pas la fragiliser, donc je garde ça pour moi. Je te comprends, j'ai fait pareil. Tu peux pas en parler à tes associés parce que là, tu sais que tu vas les insécuriser puis que tu as besoin d'eux pour qu'ils soient solides, eux autres aussi. Tu peux pas en parler à tes collègues de travail parce que c'est des employés, tu veux pas les insécuriser. Tes amis, c'est presque tous des entrepreneurs. Fait que tu te dis, si je leur mets la puce à l'oreille puis qu'ils voient que je suis en dépression, peut-être qu'ils vont le dire à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un, puis que ça va arriver dans les oreilles de quelqu'un que tu voudrais pas que ça arrive, que tu voudrais pas qu'il sache que tu es en burn-out ou que tu es en épuisement ou que tu as mis les 2 genoux à terre présentement. Tu veux pas, tu veux garder ton image forte. Je te comprends. Je sais, j'ai fait pareil. Mais si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui connaît un peu ton entreprise, puis qui peut être une bonne oreille, puis qui peut être un bon guide pour toi, pour t'aider à prendre des décisions, gars, colle-toi à ce gars-là. Même si c'est temporaire, tu sais, travaille avec ce gars-là. C'est possible que tu trouves personne. Moi, j'avais trouvé personne. Et je me suis servi d'un outil extraordinaire pour m'aider à pallier à ce manque dans ma vie. Puis c'est ça qu'on parle dans la prochaine capsule.